On l'attendait avec impatience, il est déjà derrière nous. Le week-end d'ouverture a été marqué par deux Mathieu, un néerlandais volant que je ne dois plus vous présenter, Mathieu Van Der Poel, lauréat hors catégorie du Nieuwsblad, et par un talentueux sprinter britannique, Matthew Brennan, le plus jeune vainqueur de Kuurne-Bruxelles-Kuurne de l'histoire, à précisément 20 ans et 207 jours. Le débrief des perfs de Mathieu et Matthew, des contre-perfs de Dely et Philipsen, c'est ici, c'est maintenant, c'est dans notre deuxième numéro de l'année, dont connaît nos classiques autour de la table. Je les salue. Cameron Vandenbroek, Madame Panache, je dois le reconnaître. On en reparlera au moment du prono. Bonjour Cameron. Bonjour. Jérôme Elguers, Monsieur Interview, c'est samedi et dimanche. Bonjour Jérôme. Bonjour Sam. Alors Rick Verbruck, de l'autre côté, consultant radio, toujours incisif. Bonjour Rick. Bonjour. Et celui qui est de retour pour votre plus grand plaisir, Rodrigo Benkens. Rodrigo, comment ça va ? Super, je suis ravi de vous retrouver, rien n'a changé. Enfin, à part peut-être la moustache de Jérôme qui s'en va et qui revient. Elle va et la vient, chanson. ouais. Oui. Très content d'être avec vous. Allez, avec plaisir également. Et les cheveux de Rick n'ont pas changé, les miens non plus. Et Cameron a toujours le même sourire. Voilà, surtout quand elle gagne le podcast. Alors, je vous propose, pour débuter, le prono du podcast, je vous propose pour débuter un petit top flop du week-end, de façon assez rapide pour planter le décor. Et dans la foulée, évidemment, on ira plus loin dans l'analyse. Rodrigo, vous êtes de retour. Avez-vous décidé de faire un top flop un peu plus global du début des de saison. 45 dernières années. En tout cas, des 45 derniers jours. On va s'arrêter là. Et comme vous êtes de retour, on vous écoute et on va après centrer sur le week-end avec Rick, Cameron et Jérôme. Mais mon top absolu, c'est une dame, c'est Lotte Kopecky, et ce qu'elle a fait au championnat d'Europe en Turquie avec ses 3 médailles d'or. C'est vrai qu'elle a parfois dans le passé, elle me paraissait un peu triste. Et là, j'ai retrouvé un sourire radieux. Comme quoi, c'est dans le sport peut-être comme dans la vie. Quand ça va bien dans la tête, dans le corps et dans le cœur, eh bien, on peut faire des miracles. Donc c'est vraiment mon top, Lotte Kopecky. Mon flop, je ne sais pas très bien si je dois l'attribuer à l'Union Cycliste Internationale ou à Jan Christen, qui gagne le classement final de l'Alula-Tour en ayant triché, en ayant accroché un véhicule, en n'ayant eu qu'une petite pénalité qui ne l'a pas vraiment pénalisé, qui ensuite est disqualifié simplement, sans carton, sans sanction, sans suspension, après avoir envoyé Van Gils à l'hôpital. Est-ce qu'à l'UCI on aurait peur d'une équipe des Émirats ? Je ne le pense pas, parce que je viens de regarder hier, Laporte a fait un copier-coller de Groves l'année dernière. Il a fait avec Brennan ce que Groves a fait avec Philipsen, y compris dans la célébration en levant les mains. Il y a 12 mois, disqualification, en tout cas rétrogradation et carte jaune. Ici, pas de rétrogradation, pas de carte jaune. Est-ce qu'on a oublié ces cartons, comme on dirait en foot ? Est-ce que les règles ne sont plus les mêmes en 2026 qu'en 2025 ? On pourra lancer le débat. Eh bien, merci Rodrigo. En l'absence de Gérard, Rodrigo évoque l'UCI. Comme ça, on a au moins cité l'Union Cycliste Internationale une fois dans cet épisode dont on connaît nos classiques. Rick Verbruck, top flop du week-end. Hein, Rodrigo a eu droit à un passe-droit pour son retour. Vous, c'est centré sur le week-end d'ouverture. Écoutez, j'ai vu des belles choses sur le week-end d'ouverture, mais si je dois prendre un top, moi je prendrais Visma. Sans Van Aert au départ, ils sont capables de vraiment peser très lourd sur la course. Donc voilà, je pense que c'est une équipe qui est capable de, je vais pas dire dans les top classiques, parce qu'avec Pogačar et Van Der Poel, ça va être compliqué, mais ils sont capables de renverser la tendance en équipe. Le flop ? Alors le flop pour moi c'était un petit flop, je vais dire, parce que l'auto n'était pas à la hauteur de ses ambitions sur le week-end, même s'ils font collectivement, je pense qu'ils sont là, mais il manque quelque chose, il y a encore des points à régler, donc le flop pour moi c'est l'auto. De l'autre côté de la table, pour celles et ceux qui nous suivent évidemment en télévision, en images sur YouTube, puisque vous pouvez nous écouter également en podcast radio, Cameron Vandenbroek. Donc pour le top du week-end, comment ne pas parler de Mathieu Van Der Poel. Je l'avais déjà dit dans l'épisode précédent. Faut pas non plus trop en remettre. Hein. Ça pourrait vexer les autres candidats à la victoire dans le prono. Qu'on n'avait jamais vu un Mathieu Van Der Poel aussi fort en cyclocross. Et là, en fait, il a un peu répété la même chose. Il fait ce qu'il veut quand il veut en cyclocross. Et maintenant, ici, sur la route, il n'avait pas de concurrence. En tout cas sur ces Nieuwsblad. Le vainqueur du Nieuwsblad pour sa première course de l'année. Le flop. Et le flop,
pour ne pas parler de Dely spécifiquement, j'allais dire un peu la tactique de l'équipe Lotto dans le Bourliquet. Je sais jamais si ça c'est dans le c'est bien ça, dans le Bourliquet, dans les monts de Fran. Et parce qu'ils ont fait rouler toute l'équipe et au final ils se sont un peu tiré une balle dans le pied parce que leur leader donc Dely s'est tiré lui une balle dans le pied dans la côte suivante. Voilà donc après on reparlera de Dely évidemment. On reparlera de plus profondément de Dely, mais après ils étaient quand même encore 3-4 dans le final avec le jeune de Schuyt Neer. Je ne sais pas si je le prononce bien. Vous le prononcez bien. Mais oui, il n'y avait pas de Dely, donc ça on en reparlera en tout plus cas, tard. le leader n'a pas répondu présent. Voilà. Jérôme? Je suis très proche dans les choix de Cameron, mais j'avais choisi Van Der Poel aussi, mais moi c'est vraiment le moment de cette manœuvre pour éviter Eric Pluimers. Et je trouve que ce qui est drôle, c'est que ça fait vraiment la transition entre sa saison de cyclocross et la saison sur route, parce que cette manœuvre-là, il l'a fait grâce au cyclocross, et c'est vraiment une image assez incroyable. Donc j'ai vraiment choisi ce moment-là. Et puis j'avais choisi aussi de parler d'Arnaud Dely et de l'Auto Intermarché. Je trouve que l'Auto samedi, moi, m'a impressionné parce qu'on a vu qu'il y avait encore énormément de coureurs Lotto dans le final. Mais par contre, je ne m'y retrouve pas trop dans les déclarations d'Arnaud qui, après le Nieuwsblad, nous dit qu'il était même pas... il n'a pas dit fatigué, il a dit « j'étais même pas mort à la fin de cette course ». De bonnes sensations samedi. Oui, et qu'il y en avait encore dans les jambes, entre guillemets. Et puis, il fait rouler dimanche, et puis il pète. Donc, il y a quelque chose que je ne comprends pas là-dedans. Donc, moi, ça m'a marqué dans les flops. Et sachez qu'à l'heure d'enregistrer cette émission, les pontes sportifs de l'équipe Lotto sont en réunion au siège de l'équipe Lotto Intermarché à Athènes pour notamment débriefer, réunion classique de début de semaine, débriefer malgré tout plus particulièrement ce qui n'a pas été dans le chef des coureurs sur ce Nieuwsblad et sur Kuurne Bruxelles-Kuurne. Le grand vainqueur, on l'a déjà évoqué, notre ami Mathieu Van Der Poel. Pour la 4e fois de sa carrière déjà, Van Der Poel gagne sa première course de l'année, comme en 2019, comme en 2021, comme en 2025. Pour la 2e saison de suite, il gagne en étant l'invité surprise. C'était le cas l'an dernier sur le Samin, c'est le cas cette année sur le Nieuwsblad. Et on se dit que cette petite trêve de 4 semaines, bon, il y a eu aussi le soleil espagnol entre-temps, depuis la fin de la saison de cyclocross, n'a pas pesé sur le potentiel, ça on le savait, mais sur la condition physique et sur le rythme de Mathieu Van Der Poel qui peut être efficace tout de suite. Oui, je pense que s'il fait un choix, c'est simplement à lui de décider quand il va entamer sa saison de route. Mais quand il est présent, il est là pour la gagne. Donc, il n'y a aucun doute là-dessus. Et puis, moi, ce que j'aime bien dans Mathieu Van Der Poel, et c'est peut-être... j'ai pas envie de faire un débriefing là-dessus, mais quand on voit la différence entre Van Der Poel et Wout van Aert, il y en a un qui va se préparer au Sierra Nevada dans la neige, et parce que c'est très strict chez Visma, c'est comme ça, et comme ça, on ne va pas faire autrement. Et il y a un autre qui est tout simplement relax en Espagne, en train de faire des sorties à vélo avec ses amis, entre autres Greg Van Avermaet, et jouer au golf, et il arrive au moment opportun et bien dans sa peau. Donc ça, c'est la différence entre les deux. Par contre, je pense que ce qui lui a fait encore progresser encore plus, parce qu'on parle de Mathieu Van Der Poel, il a toujours été très fort, mais sa nouvelle vie en Espagne, je pense que ça a encore ajouté une un étape peu loin supérieure aussi à une potentielle pression. Oui, et tout le temps s'entraîner, des belles routes d'entraînement, ça monte, il fait beau, ça change de tout le temps s'entraîner ici, donc pour moi ça lui a encore fait progresser. À 31 ans, Donc, à 31 ans. Et à un moment, il ne progressera plus, mais ça continue. Rodrigo, Mathieu Van Der Poel, à la sortie des cyclocross cet hiver, a déclaré, évidemment, les médias ont vraiment forcé pour essayer d'avoir une réponse. Va-t-il continuer dans les labourés ? Moi, quand je vois comment ça a fonctionné ce week-end, je reste convaincu, mais je ne suis pas préparateur physique, mais que c'est une méthode qui fonctionne à merveille pour préparer justement Mathieu Van Der Poel. Mais je crois que Mathieu, sa grande force, c'est qu'il écoute... en flamand, on dit un buikgevoel. C'est un peu son sentiment profond. Et il court à l'intuition. Vous l'avez rappelé, l'année dernière, c'était pas prévu qu'il fasse le Samin. Il l'a fait. Ici, c'est en dernière minute qu'il a dit je vais faire le Nieuwsblad. Et il le fera peut-être encore. Évidemment, le Tour des Flandres et Paris-Roubaix, Milan-San Remo sont des courses hors catégorie. Ce sont les monuments, ces monuments du printemps. Mais j'aime bien ce côté imprévisible
prévisible. Comme le disait Eric, il y a d'autres équipes où tout est formaté. Vous l'avez bien rappelé, il gagne sa première course en 2025, en 2026, mais souvenez-vous, en 2024, on peut dire la même chose, sa première course, c'est Milos Orego. Ouais. Sans lui, Philipsen ne gagne pas. Et la deuxième, c'est Harelbeek et il la gagne. Il la gagne. Donc à un moment donné, voilà, je dirais en conclusion par rapport à la course de samedi que Jérôme a très bien mis l'accent sur ce moment techniquement absolument extraordinaire dans le Molenberg. Moi, je voudrais dire sur ce moment physiquement incroyable dans le mur de Grammont, où sans se retourner, presque sans s'en rendre compte, sans se mettre en danseuse, en 40 secondes, il met 20 secondes à ses deux adversaires. Là, on a l'impression que tout le monde ne fait pas le même sport. Et on voit aussi la frigidité un petit peu de Visma. Quand on regarde le podium, je ne sais pas si ça vous a remarqué, mais il y a un podium où on reçoit une bière et c'est le seul à ne pas, même pas mettre ses lèvres parce que le plan nutritionnel... Mais le patron l'interdit. Vous vous souvenez, avec Marc Madiot sur le Tour de France, ça avait cogné. Hein. Mais justement, c'est ça. Peut-être que lui, il avait envie de la boire. Hein. Mais certainement, peut-être en tout cas. Ces coureurs n'ont pas de liberté. Ces coureurs n'ont pas de liberté et ils ont peur. Maintenant, certains coureurs ont peut-être besoin de ce cadre. D'autres un peu moins. Et concernant Van Aert, c'est vraiment la grande question. On peut se la poser jusqu'à la fin de sa carrière. S'il évoluait dans une autre équipe, est-ce que ce serait différent? Est-ce qu'il se sentirait mieux? Il n'a pas l'air de se sentir mal, en tout cas, chez Visma. Non, mais bon, voilà, je pense que cette rigidité chez Visma convient à beaucoup de coureurs, hein, parce qu'on ne doit plus réfléchir, on fait ce qu'on nous dit, mais des fois, je pense que l'aspect familial, il faut juste que ce soit un peu... Enfin, familial... Convivial. Dans l'équipe, ça peut donner un petit supplément qui fait que on gagne la course ou on la perd. Brennan a beau être britannique, la pub, oui, les pubs, non. La seule réflexion par rapport à Van der Poel qu'on pourrait avoir, c'est de se dire, tiens, sans cet incident-là dans le Molenberg, parce que malgré tout, il y a quand même des coureurs qui ont été bien coincés et qui n'ont pas pu jouer leur carte vraiment à fond. Est-ce qu'on aurait vu la même course? On a la réponse, comme l'a dit Rodrigo, dans le mur, parce que voilà, ils ont tous les trois, avec Van Dijk et Vermeersch, collaboré, hein, chacun à leur tour. Et Van der Poel a bien remercié d'ailleurs, notamment Vermeersch. Et après, quand on voit la différence dans le mur, la différence de vitesse, parce que c'est vrai que Van der Poel sort dans le mur avant même la partie vraiment très difficile. Et par contre, dans ce virage, dans cette partie très difficile, la différence de rythme, c'est incroyable. Même on voit Vermeersch et Van Dijk sur leur vélo, vraiment... Ils se battent avec le vélo. Je pense que Vermeersch était bloqué sur le grand plateau. On l'a appris après la course. Voilà, c'est un petit détail quand même qu'il faut pouvoir citer. Il bouge dans tous les sens. Et on a Mathieu Van Der Poel qui il est tout droit, il roule, il regarde devant lui, il ne bouge pas. C'est juste simplement la puissance, exactement comme il faisait dans les courses. Mais pour la chute du Molenberg, on n'aura jamais la réponse. Mais le sentiment qu'on peut avoir, c'est qu'il n'aurait quand même pas été 5 ou 6 capables. Probablement un Laporte. Ouais. J'ai le sentiment que lui, il avait les jambes pour aller, en tout cas avec Vermeersch, ou au moins avec Van Dijk qui est revenu après. Deux choses. La première, si Rick Verbrugge était monté sur le podium de Kuurne, il aurait bu sa bière. Ça, c'est la première déduction. Mais pas sûr, parce que... Mais non, s'il est payé par Visma, non. Oui, ouais, exactement. Voilà, ça dépend dans quelle équipe je roule. Non, mais je pense que, celui qui... Il y a des coureurs qui, eux, disent, moi, je ne bois pas d'alcool parce que ça fait du tort à ma santé. Mais il y en a qui ont des fois besoin de cette déconfection. Non, je sais. Et j'ai bien compris. Je respecte le choix de tout le monde, mais je pense qu'ici, c'est pas un choix, on a une obligation. D'accord. La deuxième chose, et c'est une question, et de votre époque, Rick, quelqu'un qui gagnait si tôt, on se disait, mais c'est trop tôt. C'est trop tôt quand on a des objectifs comme le Tour de Flandre, comme Paris-Roubaix, mais encore récemment, avec des Tom Bonnen, on se disait, attention, si on est prêt au Nieuwsblad, c'est trop tôt. Pour Van der Poel, c'est pas trop tôt. On sait qu'il sera là, malgré tout, au Flandre. Mais il roule moins. Je pense qu'en termes de jours de course, il roule moins que des gars comme Bonnen. Il y a plus de périodes de Paris-Roubaix ou au plus tard à l'Amstel Gold Race, c'est fini. Oui. Et puis aussi la préparation. Je pense qu'il y a beaucoup de coureurs qui viennent au Nieuwsblad avec vraiment l'ambition d'essayer de gagner. Et eux, c'est difficile de prolonger la forme jusqu'au Tour des Flandres. Ils ont déjà fait 15 jours de course avant le Nieuwsblad. Ici, c'est la première course de Mathieu. Donc après, c'est un coureur exceptionnel aussi. Et le cyclisme a tout simplement changé aussi. Et il est en évolution permanente, hein, parce qu'il y a 3 ou 4 ans, on n'aurait pas dit les mêmes choses. Non, on en parlait aussi l'épisode précédent que
les courses commencent de plus en plus tôt. C'est même plus des courses de préparation. Tous les coureurs sont déjà à fond, à faire ces courses à fond. Donc oui, le cyclisme change vraiment et oui. Alors pour faire un peu l'avocat du diable, évidemment le suspense c'était pas ça sur le Newsblad, même si on ne s'est pas ennuyé pour autant. Finalement, pour qu'il y ait du suspense quand Van der Poel est là, il faut que Pogačar soit là, parce que là, il y a au moins du suspense pour la première et la deuxième place. C'est le seul moment où finalement, quand les deux sont là, on se dit tiens, il y aura bagarre. Il y a eu bagarre l'an dernier sur les courses pavées. C'est vrai, mais d'un côté, j'entendais beaucoup dire en début de saison, ceux qui ne font pas partie des deux coureurs que vous venez de citer, ils auraient intérêt à faire leur programme. Les courses où ils ne sont pas là. Bon, on sait qu'avec Pogačar c'est faisable, avec Van der Poel, il y a toujours un risque. Mais entre eux, ils s'évitent. Je parle même pas de Remco Evenepoel, qui n'affrontera qu'une seule fois Pogačar. Ce sera à Liège-Bastogne-Liège. Ouais. Il n'y aura que 3 duels, sur tout cet été, entre Pogačar et Van der Poel, puisque Van der Poel ne sera pas samedi au Strade Bianche, ce sera Milan-San Remo, ce sera le Tour des Flandres, ce sera Paris-Roubaix. C'est déjà, ils s'évitent entre eux, et qu'ils sont déjà au-dessus du lot. C'est inquiétant pour les autres, et je dis pour moi c'est pour ça que le vainqueur du week-end c'est Visma, qui en tout cas lui a profité de l'absence des deux grands, et il n'y aura pas énormément de courses, de belles courses durant ce printemps où il n'y aura ni l'un ni l'autre. N'oublions pas que l'écart n'est pas énorme non plus entre Van der Poel et Vermeer chez Van Dijk. À cette période-ci de la saison, une vingtaine de secondes. Ouais. C'est pas énorme. Sur une course de 200 km. On n'est pas sur un 250 comme un. Moi, je pense quand même que les monuments, il y a une grosse rivalité dans les monuments avec Van der Poel, Pogačar, même Evenepoel, parce que Liège-Bastogne-Liège reste un monument. Mais toutes les courses, les semi-classiques après, même si un Pogačar ou un Van der Poel est présent, je pense que le collectif de certaines équipes, comme on a vu Visma qui était très fort. On a revu Soudal Quick-Step qui a fait un très bon week-end d'ouverture sans un Magnier qui était malchanceux. Et puis Red Bull aussi, parce qu'eux, ils ont quand même l'air de rien. Sur papier, ils n'ont pas une équipe qui est super forte pour les classiques, mais quoi collectif, ils savent influencer sur la course. Donc, les semi-classiques, je pense que c'est quand même ouvert. Alors, il a coché une case supplémentaire Van der Poel dans une liste impressionnante de classiques et de semi-classiques belges remportés. Je fais la liste. Si j'en ai oublié une, vous me faites signe. Le Tour des Flandres. Celle qui n'a pas gagné, c'est plus facile. Voilà. Vous allez gagner du temps. Je vais aller dans l'autre sens. Bien vu, Rodrigo. Je ne cite que celle qui n'a pas gagné. Je retire la Flèche Wallonne et Liège-Bastogne-Liège. Il lui manque encore Gand-Wevelgem, Binche-Chimay-Binche et Kurn-Bruxelles-Kurn, et dans les 3 cas, il n'y a rien d'inaccessible. Mais dans les 5 cas. Si. Liège, il a fait 3e à Liège. Écoutez, Liège, c'est vrai que sur le papier, c'est peut-être compliqué. Mais il fait 3. Mais c'est jouable dans certaines circonstances de course, avec une neutralisation, tactiquement. Le problème, pour moi, c'est la Flèche Wallonne. Ouais. Maintenant, souvenez-vous de sa première victoire sur le Tour avec à Mur de Bretagne. Lui, il fait partie de ces gars qui pourraient, je crois que ça fait presque 30 ans qu'on attend, depuis Rick Verbrugge, on attend que la course, la flèche soit pas jouée, ne se joue pas sur l'ascension finale. Lui, il est capable de le faire. Sur l'avant-dernière ascension. Donc, moi, je pense que pour Van der Poel, les 2 classiques, nos 2 classiques wallonnes sont les plus difficiles. Mais je n'oserais pas dire, quand on connaît sa faim et son envie d'aller chercher des objectifs. Évidemment, il ne visera jamais la victoire finale sur le Tour de France, ça, il ne peut pas le faire. Mais à part cela, sur les courses d'un jour, je pense qu'il ne peut rien s'interdire. Par contre, il va être temps de s'y mettre, entre guillemets, 31 ans, vu l'âge, parce qu'il faudra quand même perdre un petit peu. C'est vrai. À quel âge avait Valverde la dernière fois qu'il a gagné? Oui, mais on a aussi des gamins maintenant de 18, 19, 20 ans qui poussent. C'est vrai. En fait, je compléterais bien le palmarès de Mathieu Van der Poel. Rodrigo Benkels, c'est la phrase de ce 2e épisode. Rodrigo Benkels a comparé Mathieu Van der Poel à Rick Verbrugge. Et arrêtez là maintenant, c'est bon. Vous avez atteint le. Je suis responsable de ce que je dis, pas de la façon dont vous interprétez mes propos. Alors, on va se pencher quand même quelques instants maintenant sur le vainqueur de Kurn-Bruxelles-Kurn. On a bien parlé de celui qu'on connaît très bien, c'est Mathieu Van der Poel. Tiens, Rick Verbrugge, vous étiez convaincu samedi soir, à l'issue du direct radio, que Van der Poel prendrait le départ de Kurn. Qu'est-ce qui a, à votre avis, pesé dans la balance pour qu'il n'y aille pas? Je pense tout simplement que c'était déjà décidé à l'avance, mais ils ont
quand on l'interviewait, en fait, j'avais vraiment l'impression qu'il va participer à la course. Par contre, je pense qu'ils ont trouvé un outil marketing magnifique. C'est de jouer un petit peu, est-ce que je viens, est-ce que je ne viens pas. Bon, le Nieuwsblad, c'était exactement pareil. On ne savait pas que, sauf Cameron, mais il n'y a personne qui savait qu'il allait. Et Cameron n'avait rien dit pour Kuurne, donc c'était un signe. Je pense que marketingement, l'équipe Alpecin, elle joue un peu là-dessus pour faire le buzz. Alors Mathieu Brennan a conclu Et puis c'est pas Mère Teresa non plus, Van der Poel. Il l'a déjà fait sur Milan-San Remo, il n'allait pas le refaire pour Kuurne encore, pour Et puis l'équipe, Philipsen. ils ont gagné en tout cas la première course belge. Ils n'avaient jamais gagné le Nieuwsblad, que ce soit Van der Poel et l'équipe. L'équipe n'avait jamais gagné non plus. Il n'a jamais gagné Kuurne non plus, mais il fera ça l'année prochaine. Voilà, mais à mon avis, Kuurne, c'était plus pour Philipsen. Philipsen était déjà accompagné de Plancart, Ricard. C'est aussi tout un équilibre dans l'équipe, évidemment, de ne pas fâcher, entre guillemets, les autres. Ouais, et il y a beaucoup d'objectifs qui vont suivre. On est qu'en début de saison. C'est vrai qu'il y avait Grooves et Philipsen au départ de Kuurne-Russell-Kuurne. Mathieu Brennan, on y arrive. 20 ans, donc, le plus jeune vainqueur de l'histoire de Kuurne-Russell-Kuurne. Et il a conclu après Jean Bogart, en 1945. Hein. Voilà, je ne voulais pas m'étaler sur toute l'histoire. Il y a sans doute des descendants, et peut-être qu'il y en a qui nous écoutent, donc autant le rendre à Jean Bogart ce qu'il mérite. Hein. Et on salue les descendants de Jean Bogart. Il a donc conclu avec une facilité assez déconcertante et beaucoup d'assurance, ce sprint, bien emmené par un Laporte retrouvé, en sachant que Brennan était lourdement tombé à 60 à l'heure la veille sur le Nieuwsblad et que le kiné et l'ostéo de l'équipe a eu pas mal de boulot le soir à l'hôtel. Brennan, c'est quoi ? C'est un nouveau Cavendish britannique, c'était d'ailleurs le seul britannique déjà vainqueur à Kuurne, Cavendish, un nouveau Bonnen, un nouveau Van Aert qui est son équipier et un petit peu sa référence au sein de l'équipe Visma, ou alors, et on vient de le citer, sur base du gabarit, de la vélocité, sur base de l'amour des pavés, c'est un peu plus un Philipsen. J'ouvre la question. Moi, je pense que c'est aucun d'entre eux. Moi, je dirais plutôt un Sagan. Ah. En tout cas, ceux que vous venez de citer, alors peut-être qu'il a des petits éléments, mais Brennan, un nouveau Cavendish, il grimpe beaucoup mieux les bosses que Cavendish. J'ai presque envie de dire que Bonnen aussi, au même âge, certainement que Philipsen au même âge. Van Aert, c'est une autre trajectoire. Hein. Van Aert vient du cyclocross, lui il vient de la piste. Je pense que Brennan n'atteindra jamais le niveau que Van Aert a pu avoir dans les chronos. Donc, ouais, peut-être Philipsen, mais moi je dirais que c'est un profil exceptionnel pour une équipe qui Van Aert n'ose plus sprinter, Kooi est parti, et n'oubliez pas qu'il avait gagné déjà 12 fois l'année dernière, dont la moitié de ses succès à 19 ans. Hein. Et il a un contrat jusque 2029, on a bien serré mais si ça va comme Kooi, on sait déjà qu'il disputera pas le Tour de France pendant quelques années, qu'il devra peut-être partir. Moi je rejoins vraiment Cameron parce que je pense que c'est plutôt un Sagan en devenir. Pourquoi ? Parce que quand on regarde le sprint hier de Kuurne, il y avait des coureurs qui étaient, les batteries, elles étaient vraiment à plat. Il restait plus que 50 coureurs. C'est être fort après une course difficile. Qui étaient lâchés. Donc c'est vraiment un coureur de classique avec de l'explosivité, ce que Cavendish n'a jamais su faire. Hein. Et d'ailleurs, Philipsen, à l'arrivée, a lui déclaré je manquais de jus, ce qui n'était pas le cas de Brennan, en sachant que Philipsen avait aussi tout fait péter, notamment dans le Mont-Saint-Laurent, dans le beau site. Est-ce qu'il en a fait trop, Philipsen, pour justement éliminer des gars comme Milan ou De Lis ? Ça a fonctionné, mais est-ce qu'il en a fait trop, Jérôme ? Il en a fait sûrement au moins un coup de trop, parce que quand on regarde la course, combien de fois il s'est mis en tête de peloton pour accélérer, et en fait il s'est presque isolé tout seul, je trouve, parce que dans le sprint final, je crois qu'il y a encore un coureur Alpecin, Gaines, qui le remonte juste après avoir changé de vélo. Oui, mais là, il y a la crevaison de Plancart. Hein. Ouais. Et Plancart, c'est vraiment le chaînon manquant. C'est parce que Plancart, en lui donnant son vélo lorsqu'il crève, Plancart est automatiquement éliminé. Et si vous vous souvenez de la course déjà que Plancart avait fait samedi pour Van der Poel, je ne dis pas qu'avec Plancart, Philipsen aurait gagné, mais jamais il se classe aussi loin. Hein. Ouais. Il lui manquait cet homme, il a dû se débrouiller, et à un moment donné, regardez, Brennan avait Laporte, les deux, chez Tudor, ils étaient deux, il était trop seul. Brennan avait toute son équipe. Donc pour moi, la clé, c'est quand même la crevaison de... Mais il a eu le beau jeu de ne pas insister là-dessus et d'être plutôt sincère en disant, voilà, moi j'étais trop juste. Il a franchi un palier par rapport à l'année dernière dans les bosses en pavé. Hein. Comme je disais, je pense qu'il a perdu un peu de son sprint. En tout cas, initialement, c'est plus un sprinter, mais il a tellement travaillé sur ses classiques et sur ses bosses.
On l'a vu. Remember On l'a vu Bonnen, clairement. c'était que lui Oui. à l'époque. On l'a vu. Van Aert, hein, Moi, je suis pas sûr de ça parce que il va avoir gardé sa vélocité, sa vitesse. Oui, ça, Par il contre, gardera tout le temps. Ils ont eu une stratégie. Ils avaient Grooves et Philipsen au départ. Ils ont choisi. Jasper, tu peux aller offensivement, tu peux courir offensivement et on garde Grooves, Okay. alors qu'ils auraient dû faire l'inverse en fait. Et Philipsen, s'il voulait au moins gagner Kurn, il aurait dû courir beaucoup plus attentiste à la place d'être offensif comme il l'a fait. Et ils avaient une double carte à jouer avec Grooves qui n'était pas là dans le final. Donc voilà, je pense qu'ils ont fait un mauvais choix tactiquement. Mais ils pouvaient se le permettre avec ce qui s'était J'allais le dire, Exactement. le week-end était Et déjà quel réussi. était pour vous le deuxième meilleur Belge sur les monts pavés? mais c'était Philipsen. Hein. Oui, mais après Philipsen, le deuxième meilleur Belge, qui était pour vous le deuxième? Pour moi, c'était Timo Killy, qui a été impressionnant et qui était dans l'équipe de Philipsen l'année dernière. Et si vous mettez Killy, Ça, c'est un fameux transfert. qui est dans l'équipe de Brennan, aux côtés de Philipsen, je ne prétends pas qu'on inverse le résultat. Mais voilà, il y a parfois les transferts dont on parle moins. Il est très jeune, il a du talent. Je trouve qu'on parle très peu. Il vient du cyclocross. Je trouve que après Van Der Poel, pour moi, c'est déjà un des 5 ou 6 coureurs les plus habiles. Et il s'est sprinté, hein, Il est rapide aussi. Il a des qualités fantastiques. Il y a Killy. aussi, et ça, je suis à 100% d'accord avec vous, Rodrigo. Mais ce qui a penché dans la balance, c'est que les frères Rodolphe n'avaient pas de co-sponsor et qu'ils étaient en train de... Plusieurs coureurs sont partis. Cette équipe qui était solide, il y a Gianni Vermeer qui va chez Red Bull. Enfin, ils ont perdu beaucoup d'éléments. Le co-sponsor Premier Tech est arrivé très tard, ce qui fait quand même que l'équipe elle a perdu ses bons éléments. Et Plancart devait partir aussi à la fin. Exactement. Ça s'en va et ça revient, ouais, c'est comme la moustache de Jérôme. Alors, l'autre belle surprise belge, et on aurait aimé la voir avec nous dans l'émission, mais il participe au Grand Prix Samin, c'était compliqué techniquement, mais on le salue parce qu'il est toujours de bonne volonté pour l'exercice. C'est Lorenz Rex qui termine 6e de ce Kuurne-Bruxelles-Kuurne, de retour après, surtout, une terrible chute sur la Loula-Tour, c'était le 30 janvier, il y a donc pile poil un mois. C'est une vraie force de la nature, vainqueur du Samin d'ailleurs il y a 2 ans, et qui a conclu, alors certes il n'y a pas de podium, il n'y a pas de victoire, mais qui a malgré tout conclu le beau travail de l'équipe Soudal Quick-Step sur ce Kuurne-Bruxelles-Kuurne. On a vraiment vu, et voilà, j'imagine que Tim Merlier, Cameron a apprécié ça devant la télévision, une équipe Soudal Quick-Step, certes ce n'est pas l'équipe dominatrice qu'on a connue, mais actrice, enfin de nouveau actrice sur les courses pavées. Oui, en parlant de bons transferts, je pense que Rex et Van Barle, pour Soudal, c'est des transferts exceptionnels. Steven qui n'a pas couru ce Et week-end. Steven, oui. Et oui, Rex, après, donc il a fait une très grosse chute, mais je pense qu'il a été que 5 jours en repos complet. Et après, il faisait déjà des 4-5 heures sur son vélo et il ne savait juste pas, je pense, tirer sur son guidon. Ça, c'est les courses. C'était... Voilà. Mais donc, il était très en forme en début de saison. Il a eu cette chute. Il n'a pas perdu non plus énormément et on l'a bien vu ici dans Mais ce week-end. rajouter un Magnier qui était malchanceux sur Kuurne, il pouvait rivaliser avec Ça aurait fait une très belle course, les Soudal. Et là, le top aurait été Mais Soudal Quick-Step. Qui devait... Sachant que Tim Merlier n'est pas encore là non plus. Bien sûr, mais donc en l'absence de Merlier, en l'absence de Magnier, qui a donc été malchanceux et sur le Nieuwsblad et sur Kuurne, qui devait sprinter. Nous, on est heureux de voir Lorenz Rex sprinter et terminer 6e, mais on avait avec Van Gestel, avec Van Lerberg, 2 autres possibilités. En direct à la radio, on s'est posé la question jusqu'au dernier moment. Est-ce que un Van Lerberg, un Van Gestel aurait été plus vite? J'ai fait l'interview de Lorenz Rex après l'arrivée. D'abord, je pense qu'il s'est étonné lui-même d'être aussi performant après sa chute en Arabie Saoudite. Et il a dit, on a discuté et on a choisi entre nous que j'allais sprinter. Il a sans doute dit qu'il avait les meilleures jambes. Donc, Et les 2 autres ces dernières années ont beaucoup travaillé comme poisson pilote. J'allais dire, Bert n'a jamais gagné une course. Non, mais je me disais, pour avoir discuté de cela un jour avec Tim et Bert, avec Tim Merlier et Bert Van Lerberg, et pour avoir entendu quelques interviews évidemment, et on sait qu'ils sont vraiment potes, Tim, son rêve, ce serait sans doute d'emmener un jour Van Lerberg dans ce rôle-là, comme poisson pilote. Et en l'absence de Tim, je me
me disais, on se l'est dit en direct, hein, imagine la victoire de Van Lerberg et la réaction de Tim Merlier dans, non, je pense dans que son fauteuil. Manders, dans sa tête, c'est un poisson pilote et il n'arrive pas à faire ce déclic Je suis d'accord. et se dire, maintenant c'est pour moi. Non, il va tout de suite se dire, non, vas-y, je vais tirer pour Rex, je vais tirer pour Van Gessel, mais il va jamais faire On le a eu des déclic gars de... comme Morkov, comme Renshaw, qui étaient comme ça aussi. Ouais. Vous savez, quand Morkov qui freine à Carcassonne. C'est Pourtant- exactement ce que dit... il peut y avoir des exceptions, mais elles sont quand même excessivement rares. Et pour en revenir à Rex en 2 mots... D'abord, moi je dirais quand même que ce garçon, je serais curieux de le voir notamment sur le Tour, parce que dans le train de Tim Merlier, ça va être un fameux atout supplémentaire. Demandez à Girmay. Tout à fait. Demandez à Girmay. Alors, c'était important, moi je crois aussi psychologiquement, de faire une place. Parce que quand Merlier va revenir, Magny, on a expliqué pourquoi il n'était pas dans le coup. N'oubliez pas qu'il y a Van Baarle, il y a Stuyven, on vient de citer 4 noms. Où est la place de Rex là, dans ces courses? Est-ce que quelque part il n'a pas fait... On pourrait, je fais un peu l'avocat du diable, mais fait une sorte de marche arrière, là où il était davantage protégé dans l'équipe Intermarché. Ici, il est dans une équipe plus solide dans ces courses-là, plus de candidats, mais il faut se faire une place. Et là, il marque quand même son territoire. Ouais. Et ça, psychologiquement et par rapport à ses équipiers, je pense que Rex a fait un très gros coup hier. On a évoqué Magny, malheureux donc, mais qui a terminé les 2 courses. Il a terminé Nice-Blatt à la 11e place et Kuurne-Bruxelles-Kuurne à la 130e. Il a terminé, contrairement à Arnaud Delis, qui lui a terminé samedi 62e du Nice-Blatt, mais qui a abandonné à Kuurne en montant dans le bus et en refusant toutes les demandes d'interview. Que se passe-t-il? C'est un grand débat, c'est une grande question. Que se passe-t-il avec notre taureau? Est-ce que c'est une méforme consécutive à sa chute dans les escaliers peu après Noël? Est-ce que c'est un mal plus profond? Est-ce qu'on va revivre ce qu'on a déjà vécu l'année passée, l'année d'avant, pendant le printemps avec Arnaud Delis? J'ouvre le débat, j'ai pas de réponse et on aimerait que ça aille bien, évidemment. Mais là, on doit se poser la question. Ouais, je vais pas dire que j'ai la réponse, mais je pense que Arnaud Delis est un peu dans la même situation qu'Abini Girmay. Il est bien, mais il lui manque encore le petit quelque chose pour faire la différence. Il a peut-être un retard de préparation physique dû à l'accident qu'il a eu en cet hiver. Mais là, il lui reste 3 semaines. Et si l'équipe, et là je pointe vraiment l'équipe, c'est à eux de l'encadrer pendant ces 3 semaines, de faire des micro-stages. Tout le monde sait très bien que l'aspect familial... Il va aller à Tirreno, c'est confirmé. Ah, c'est confirmé. Voilà, c'est confirmé. Sauf s'il y a changement de dernière minute, mais les échanges qu'on a pu avoir avec les responsables de l'équipe, il y a encore un travail à faire jusque Tirreno aussi. Donc, il peut... Moi, je l'aurais laissé à la maison. Je l'aurais vraiment laissé à la maison, faire des micro-stages dans les Ardennes, dans ces Ardennes, avec des équipiers autour de lui, avec un staff médical, avec un coach, avec un ostéo, avec un soigneur, et bien encadré pour qu'il soit prêt pour les classiques. Maintenant, Tirreno est une option aussi, mais je pense qu'il lui manque un petit quelque chose pour être prêt. Et parfois, les courses, c'est pas la meilleure préparation et je pense que ça a été prouvé quand même les dernières années, qu'il faut arriver à 100% sur les épreuves et pas utiliser les épreuves pour être prêt pour les courses qui vont venir. Mais il y a le physique et ce côté, parfois, je mets des guillemets un peu lourds d'Arnaud sur le vélo. Et puis, il y a tout ce qui entoure, évidemment, la contre-performance de Kuurne. On l'a vu demander à ses équipiers de rouler, de tout faire péter dans le bourliquet. C'est compliqué pour des équipiers après j'imagine, de se dire on bosse et finalement le leader n'assume pas, Jérôme. Oui, moi, il me donne le sentiment d'être vraiment bien dans sa tête et dans ses baskets, parce que voilà, c'est pas le Arnaud Delis qu'on a vu les 2 dernières saisons. Il est peut-être moins bien aujourd'hui que vendredi. Il a l'air vraiment, oui peut-être, mais il a l'air vraiment libéré. Finalement, est-ce que ce ne sont pas les jambes qui ne suivent pas la tête? Alors je m'explique, peut-être que lui en course, il a l'impression qu'il se sent bien, il demande à son équipe de travailler. Puis au moment où il faut y aller, parce que c'est l'impression que ça me laisse quand même dimanche, parce qu'il fait travailler tout le monde, et dans la côte d'après, il est mais vraiment là, scotché à la route, comme si d'un coup il y avait eu un bouton off, quoi. Rodrigo. Mais on n'a pas tous les éléments. En tout cas, moi, je ne les ai pas. Donc je veux être très prudent. Ce qui est sûr, c'est que ce qu'il a fait samedi, nonobstant la malchance, démontre quand même que sa condition de base est meilleure. Est-ce qu'elle est suffisante? Vous savez, du temps de Rick Verbrugge ou du regretté papa de Cameron, Frank Van Den Broek, on nous disait si vous êtes lâché le week-end d'ouverture en Belgique, vous ne savez pas être bien autour des Flandres et à Paris-Roubaix. Aujourd'hui, le cyclisme a changé, et c'est vous-même qui l'avez dit autour de ce plateau. Donc, moi, je ne veux pas tirer d'enseignement trop vite, mais c'est vrai qu'en direct, c'est perturbant
de se dire, tiens, voilà, on décide d'essayer d'éliminer la plupart des sprinters dans le bourliquet, et finalement, on s'élimine soi-même, et puis, beaucoup plus surprenant de dire que 4 de vos 6 équipiers, 4 sur 6 sont dans le bon groupe. Ouais. Donc là, on se dit qu'il y a quelque chose qu'on ne maîtrise pas. Et donc, d'expérience, quand on n'a pas les éléments, on ne doit pas tirer trop d'enseignements. Moi, je suis inquiet, mais pas catastrophé. Mais c'est perturbant, c'est le bon mot, Rodrigo. Oui. Voilà, c'est un peu perturbant comme situation. Et Eric Wiesbeek et Jean-François Bourlard à l'arrivée ont eu les mêmes mots. Pas de réussite, mais beaucoup de choses encourageantes. Et évidemment, est-ce que c'est juste de la méthode Coué ou est-ce qu'ils sont vraiment encouragés et rassurés? On aura la réponse dans les prochains jours, prochaines semaines concernant Arnaud Delis. Prochaine course donc, a priori pour le taureau de l'Echerets Tirreno Adriatico pour préparer la suite. Et la suite, évidemment, ce sont les classiques pavés. Et il a un agenda, un calendrier très chargé. Arnaud Delis. Et puis on a aussi appris, et j'ouvre une parenthèse, on ne va pas en débattre, mais le forfait pour l'Egeglia et de l'Estrade Bianche de Jarno Widar, qui est tombé sur la Faune Drôme Classique et qui donc va avoir un petit contre. Ça commence quand même à faire beaucoup. On est, il est tombé, le 2 mars. Non, mais pour le cyclisme belge. Ah, ok. Quand vous voyez Van Gils, Printemps Fini, Benoît, Kian Uijtdebroeks, qui est-ce qu'il y en a? Il y a encore Tim Merlier. Maintenant, Widar. Et Van Aert malade avant Liesblatt. Bon, Van Aert, mais Van Aert, il va revenir. Ouais. Mais en tout cas, ceux qu'on vient de citer, ça fait énormément. Et Cameron vient d'ajouter, c'est vrai, Wellens aussi. Alors, on voulait parler de Wellens. Moi, je ne vais pas revenir avec ces histoires du maillot de champion de Belgique qui porterait bonheur parce qu'on a encore ces images, ou malheur, mais on a encore ces images du Mont Ventoux de Wout van Aert. Ce maillot est magnifique, il faut qu'on le voit pendant les classiques. Tim Merlier l'a remarquablement porté. Mais regardez, on a encore en tête, donc Wellens, sauf miracle, c'est fini. Je dis toujours sauf miracle parce qu'on ne sait jamais, plus rien ne me surprend. Souvenez-vous de l'image de Remco Evenepoel avec son mode champion de Belgique au Pays Basque. Pas de classique pour lui, les classiques wallonnes. Souvenez-vous, on parlait de Arnaud Delis. Il n'a pas pu montrer son maillot après Gand-Wevelgem. Et il est tombé aussi avec ce maillot. Souvenez-vous, c'était, je crois, à l'Antwerp Porté-Pic. Donc, c'est les 3 derniers champions de Belgique, on les a vus au sol. Blessés, touchés, meurtris. Alors, c'est pas pour ça que ça fait plus mal quand on a un champion de Belgique, mais enfin... Et on a envie de le porter. Voilà, c'est dommage, c'est pas de chance, surtout que Wellens semblait être... quand on voit le numéro qu'il a fait à la Classique à Jaén. Mais il avait de très mauvaises jambes par contre au Newsblatt. Ça, il a dit qu'il avait eu une journée vraiment compliquée. Le meilleur week-end. Ce qui, à son âge, est quand même rassurant qu'il ait des jours sans. J'ai roulé plus vite à l'entraînement que lors de la course de samedi. Opéré dès le soir d'ailleurs, le soir même de la clavicule droite ou gauche. J'écris ça sur mon petit papier droite, pour être précis. Comme clavicule droite, effectivement. C'est fou quand même la vitesse maintenant à laquelle les coureurs se remettent. Ouais, en tout cas de ce type de cassure, ça c'est certain. Et en cela, combien de fractures de la clavicule dans ta carrière? 27. 3, non. Non. Et tu parvenais à te remettre l'épaule tout seul. Mais ça, c'est autre chose, c'est une luxation d'épaule. Mais combien de fois tu te l'es remise? Je sais pas, ça je sais pas compter. Un jour, Lars van der Aar dans le cyclocross, il a fait quelque chose. Aujourd'hui, ce serait interdit. On était en stage à Combloux, on jouait un match de mini-foot. Évidemment, il y en a un qui parvient à se luxer l'épaule, c'est Eric Verbrugge. À cause d'un tacle de Venkens. Oui, évidemment, 2 pieds en avant. Eh bien, devant nous, il a fait ça. Moi, je tremblais, quoi. Je me dis, mais comment il a fait? Et il va faire un clin d'œil, rigolo. Bon, j'étais leader sur le critérium international et à l'arrière du podium. Donc, combinaison de chrono, ça sert vraiment. Il fallait enlever la tenue. Et au moment où je l'enlève, à l'arrière du podium, clac, la clavicule, l'épaule qui sort. Et on monte sur le podium. Et le lendemain, on gagne la course. Enfin, l'après-midi, on va gagner la course, quoi. Donc, mais ouais, c'est vrai que ça arrivait. Verbrugge, Van der Aar, et pour les connaisseurs de ce type de film, Mel Gibson dans L'Arme Fatale. Rick? Ouais, je sais qu'il l'a vu. Oui, mais sans doublage. Allez, Wout van Aert. On rigole un peu moins pour Wout, le
poissard de service. Quand il ne tombe pas, il est malade. Alors, on n'a pas exactement, et vous avez essayé de savoir, Jérôme, ce dont il souffre, mais on ne veut pas parler chez Visma. Non, alors moi je comprends qu'on respecte le secret médical ou ce genre de choses. On n'est pas tous obligés de savoir ce qu'a Wout van Aert, mais alors qu'on nous le dise, qu'on dise voilà, on veut respecter le secret médical. Mais là, on fait un communiqué, on dit qu'il est malade. On a même quelques phrases de Wout qui donnent son ressenti, mais on ne sait pas ce qu'il a. Et moi, j'ai essayé chez Christophe Laporte samedi, chez Axel Zinglet hier. Mais on sent déjà que les deux ont eu des consignes pour ne pas en parler, parce que j'ai demandé ce qu'avait Wout, Laporte m'a dit on a 2 cartes à jouer aujourd'hui, Brennan et moi. Donc, voilà. Et Axel, pareil, il a évité la question, mais et pourtant vous parlez la même langue, il n'y a pas de problème. Il a dit que les coureurs avaient reçu une photo de Wout qui était sur son vélo et qui s'entraînait ce week-end. Donc voilà, j'avoue que je sais pas. Il sera là demain. Oui. Vous vous souvenez, il y a eu quelques championnats de Belgique comme ça aussi, avant le Tour de France. Alors évidemment, Wout fait partie de ces coureurs qui sont plus souvent malades que d'autres, et ça peut arriver. Je ne connais pas du tout son histoire, mais je trouvais amusant le témoignage de quelqu'un que vous connaissez bien. Et évidemment, c'est Greg Van Avermaet qui disait chez mes confrères de la VRT samedi, qui expliquait et que quand on a des petits-enfants, et à cette période-ci de l'année, eh bien, qu'on augmentait... Alors, c'est vrai que Wout a quand même un petit régime de faveur. Malgré la rigidité chez Visma, lui, il peut aller en stage... Madame et les enfants. Madame, les enfants. Et alors, le beau-frère de Rick disait, moi, à cette période-ci de l'année... Même pas un bisou à madame. Hein. Ouais. Non, mais c'est vrai. Alors, c'est sa vie privée. Mais enfin, voilà. Je pense il séparait les choses. C'est pas lui qui allait chercher les enfants à l'école. Il n'allait pas prendre de risques inutiles pour surtout la période des classiques. Mais moi, je pense que combinaison Sierra Nevada, neige au sommet, et puis redescendre et aller chercher les enfants et être un peu dans toutes les bactéries, il faut faire attention. J'ai jamais été autant malade que cet hiver. Et Jules vient de rentrer à l'école, donc il rentre en septembre. L'école ramène les microbes à la maison. Oui. Mais il n'avait pas été à la crèche. Du forfait de son immunité, du forfait de Tim Merlier à Binche-Chimay-Binche l'an dernier, où il avait chopé aussi un petit virus ou quelques microbes, et où il avait notamment expliqué que Jules avait été malade et qu'il avait sans doute chopé cela, sans accuser le gamin évidemment, parce que Cameron était aussi malade. Donc c'est Jules ou Cameron, mais il avait chopé quelque chose à la maison en tout cas. Voilà, oui, mais pour c'est redevenir vrai, sérieux. quand on a des petits-enfants qui vont à l'école ou à la crèche, c'est inévitable et on ne peut pas non plus lui dire reste en stage. Et Mathieu Van Der Poel Non, parce que quelque part, c'est aussi l'équilibre familial qui vous donne ces petits pourcentages qui vont faire que vous allez faire la différence. Donc c'est terriblement compliqué de trouver. Breaking news quand même, le Sama vient de confirmer qu'il prenait le départ. Ah ben voilà. Ça c'était une bonne nouvelle, ça a été confirmé par les organisateurs donc du Sama. Je vous rappelle qu'on enregistre cette émission lundi midi et que c'est aussi cela le direct. Réunion en cours du côté d'Intermarché Loto et les organisateurs du Sama qui devaient être très heureux. La confirmation de la participation de Jérôme, il est branché. Wout van Aert. C'est à la seconde. Breaking news. Tant que ce ne sont pas des fake news. Non, Je préfère les vrais breaking news. Alors la maladie, on n'a pas de nom, mais donc a priori ça va mieux puisqu'il sera au départ du Sama. La fracture de la cheville fin décembre lors du cyclocross. Quel temps a-t-il perdu dans sa préparation, Rick? C'est difficile à dire, mais je pense qu'il devrait être prêt. Il est prêt pour les courses qui vont arriver. Mais il a déjà fait une bonne préparation avant d'aller au cyclocross. Puis après la cheville, c'est pas une clavicule. On se rétablit relativement vite d'une cheville parce que c'est pas la course à pied, donc c'est relativement souple. Donc il a su rouler, il a su s'entraîner. Je pense que pour moi, j'en fais un des favoris sur le Sama. Le Sama qui a été un peu plus corsé cette année par les organisateurs. On a rajouté 5 km de pavés. Il y aura au total plus de 30 secteurs pavés, relativement courts, mais ça va faire des dégâts dès le début avec un premier secteur dès le 20e kilomètre et une équipe Visma qui sera l'équipe à battre, Rodrigo. Mais oui, et c'est intéressant pour Van Aert, c'est-à-dire qu'il va arriver avec pas trop de pression. En tout cas, on ne sait pas comment il sera physiquement. Moi, j'ai vu quand même quelques images avant l'annonce de sa maladie où il avait l'air drôlement affûté. Je pense quand même qu'une blessure à la cheville, ça peut peut-être vous poser des petits problèmes si on entend les spécialistes, peut-être au niveau du sprint. On sait que Wout sprint moins volontiers. Ce sera plus la même arrivée qu'avant, ça vous l'expliquerez mieux que moi. Donc je dirais que Visma a gagné Kuurne. Je pense que Laporte
va aller en leader, en tout cas dans la communication officielle, et s'il doit avoir un sprint, il va probablement jouer la carte de la porte, ce qui va permettre à Van Aert de se dire, bon voilà, et avec les secteurs pavés, pourquoi pas la jouer comme Van Aert c'est le mieux le faire, hein, comme quand il avait gagné le Nice-Blatt il y a quelques années, en attaquant et en arrivant seul ou dans un groupe très restreint. C'est possible, c'est possible. Quel l'objectif de Philippe Liénard, qui est le président de l'organisation, ce sont ces mots, hein, c'est de retrouver au sa main le vainqueur solitaire dans la douleur. Donc ils ont corsé, histoire d'avoir un vainqueur en solitaire. Comme toutes les courses maintenant, en fait. Ouais. Alors, il n'y a pas que pour cette course d'ouverture en Belgique francophone, c'est quand même si on a fait un beau passage par la Belgique francophone hier, après Van der Poel, après Rex, si c'est Van Aert ou Laporte, quel podium, quel palmarès quand même il pourrait y avoir. Hein. Et c'est l'occasion aussi, j'imagine, pour Van Aert de venir, puisqu'on a 5 km de pavé en plus, 17 km au total. C'est un bon test grandeur nature en format compétition avant les autres. Et il vient jamais en Wallonie où il a beaucoup de supporters. C'est vrai, mais c'est l'occasion, l'occasion, Jérôme. Oui, pour le public, c'est évidemment une très bonne nouvelle. Ce que je ne parviens pas à me sortir ça de la tête, c'est que je me dis qu'il y a aussi plus de risques. On sait qu'il est très malchanceux et que voilà, les pavés sont quand même compliqués dans cette région-là aussi. Hein. On s'est dit que Van Aert devait prendre plus de risques. Donc... Je ne veux pas être l'oiseau de mauvais augure, mais il n'y a rien à faire, j'y pense. Jérôme, vous me faites peur. Vous me faites peur. Si vous avez le même feeling que Cameron, vous me faites vraiment peur. Non, mais alors faut plus rouler. Alors faut plus rouler parce qu'à un moment donné, on arrive dans une situation où oui, je sais que beaucoup de gens, j'ai lu beaucoup de choses. Hein, le public est partagé. La majorité dit ce gars, tout lui tourne dessus. Il a la poisse. J'ai même lu certains dire c'est marrant, il est tombé malade juste 1 heure après qu'on ait annoncé la présence de Van der Poel. Quand on regarde sur le week-end et surtout la course de samedi, il y avait énormément de chutes. Hein. Et donc, c'est vrai que les circonstances de course ont fait qu'il y avait du vent, il y avait de la pluie, les routes étaient humides, donc ça accélère, ça mais on ne peut éviter évidemment la comparaison et ça ne mérite pas un débat, c'est juste une comparaison dans les faits avec Mathieu Van Der Poel qui ne tombe pas et encore dans le Molenberg. Et là, je vais reprendre, je pense que c'est actuellement dans le peloton, dans ce cas de figure-là, c'est le seul coureur qui ne tombera pas tomber. Ouais. L'autre qui serait capable de faire ça, eh ben, c'est notre ami Sagan, qui lui aussi avait cette manière d'éviter les chutes quand il avait sauté au-dessus d'un coureur dans un Paris-Roubaix. Hein. Maintenant, à Van Aert de nous prouver le contraire, mais pour le moment, il n'y a plus de comparaison qui tiennent, malheureusement. Ça fait mal de le dire, mais c'est important de le dire. Van Aert et Van der Poel. Alors, faut pouvoir l'entendre. J'ose croire que Van Aert va revenir dans le coup. Je lui souhaite vraiment parce qu'il le mérite. Mais actuellement, je crois que la dernière fois où sur les courses pavées, il y a eu de la malchance. Il y a eu cette crevaison à Paris-Roubaix, mais c'était lors d'un Grand Prix E3 à Rolbeek, lorsqu'ils arrivent à 3 avec Pogačar et que Van Aert gagne au sprint. Mais le dire, Rodrigo, c'est notre job de le dire. Pour les amateurs de cyclisme, c'est parfois plus difficile à entendre. C'est comme quand on compare Remco Evenepoel avec Tadej Pogačar. Directement, ça fait jaser. Mais en effet, c'est important, ça, de dire, malgré tout le talent et toute l'affection qu'on a pour Van Aert. C'est un petit peu ce qui s'est passé avec Sagan et Greg Van Avermaet. Sagan aussi est 2 fois champion du monde. Il allait chercher tout, mais Greg a fait une belle carrière derrière. Est-ce que Wout van Aert a fait aussi? Mais c'est vrai que la comparaison, elle est plus là. Ouais, mais Greg a quand même réussi sur le Tour 2-3 fois sur son terrain à battre Rodez, c'était immense, ce magnifique sprint. Ouais. Alors, le prono. Regardez, tout le monde se tourne vers Cameron. On va faire rapide, évidemment, on va pas non plus vous jeter trop de fleurs, mais un petit bouquet quand même, parce que Cameron avait... Est-ce que j'ai le droit d'un café, suspecté, mais même... C'est un café. Non, c'est plus qu'un café. Pourquoi les jeter, les fleurs? Un thermo de café. Pourquoi les jeter, les fleurs, on peut les donner. Effectivement, je dépose les fleurs et le thermo de café. J'ai vu que le polo était prêt. Pour celles qui nous ont suivis la semaine dernière, effectivement, on préfère le café au polo RTBF. Donc Cameron avait deviné la venue de Mathieu Van Der Poel. Encore fallait-il le placer sur la bonne marche du podium? C'est ce que vous avez fait puisqu'il a gagné. Donc Cameron empoche 5 points grâce à Mathieu Van Der Poel et 3 points grâce à Magnier qui est le premier U23 à l'arrivée. Il termine 11e du Nice-Blatt. 8 points pour Cameron.
25 points pour Gérard, 3 points pour Tom Paco qui était avec nous la semaine dernière, 0 points pour Jérôme Elguers, 0 points pour Samuel Grulois. Mais on ne peut que se refaire, et je vous rappelle qu'il n'y a pas de classement général cette année-ci, mais un café à gagner chaque semaine. L'histoire se répète. Et donc le café la semaine prochaine. Point pour Cameron, 0 point pour Samuel. Oh, tac. Ah, il y a quand même des choses qui ont changé ces dernières semaines. Hein, c'est assez... Ça fait mal. Ah oui, oui, oui. Mais on va maintenant pronostiquer sur le Samin. Attention, je n'ai pas dit mon dernier mot. Le prono, et comme Cameron a gagné, c'est elle qui va débuter. Je veux les 3 premiers et votre premier U23. C'est parti. Vu qu'on a la confirmation de la participation de Wout, je vais quand même mettre Wout en première place. Oui. Et ensuite, Rex et Groves. C'est un beau podium. Ok. Et U23. Ah oui, le U23. Scheutenir. C'est devenu votre ami. Hein. Maintenant, vous savez le prononcer. Voilà pour Cameron. Rodrigo Benkens pour votre retour. Alors moi, je vais mettre en 3e position Rex. 2e, j'hésite entre les deux Visma. Laporte. Et vainqueur Jordi Meeus. Ok. Bien en vue aussi. Et alors mon U23, je vais donner, il faut être un peu récompensé, l'équipe Lotto Intermarché, le jeune et talentueux Mathis Grisel. Et on salue. Mais j'ai hésité. Vous pouvez changer, Avec mais le fils de Rick. attention, c'est votre dernier mot. Hein. S'il Et y avait pas peut-être eu que Grisel, Rick j'aurais. Mais je pense. non. prendra son fils. Je vais mettre Grisel parce que je joue pour la gagne, mais Il y a match. à mon avis le fils de Rick on va entendre son nom. Et on fera en sorte de le citer, mais je compte sur lui. Non, on fera pas en sorte. Non, mais j'allais dire, je compte sur lui. Je compte sur lui pour qu'on ne doive pas faire en sorte. Je me suis mal Commencez exprimé. pas à essayer de me corrompre, hein. Pas le premier jour. Petit clin d'œil à Cyril, puisque Mathis est aussi le beau-fils de Cyril Saugrain. On a donc le beau-fils et le fils. Le fils 2 et donc le fils de Verbrugge. Rick Verbrugge, votre top 3 et votre U23. Je vais commencer par l'U23. Je te l'ai laissé. C'est gentil, c'est gentil. Non, je pense que Jens Verbrugge, il a à l'entrée d'une bonne saison, il a passé un bon hiver, donc je le sais très bien. Et il va être prêt pour ce Samin, qui lui a pas toujours souri, fracture du poignet il y a 2 ans. Mais je pense qu'il est prêt. Donc voilà, je le mets vraiment dans mon U23 et je pense qu'il va surprendre ce week-end. Enfin, Allez, c'est noté. Très bien. Votre podium. alors, on sait très bien que pour les pronostics, il ne faut pas toujours avoir vraiment dans l'ordre, mais il faut marquer des points. Vous marquez un petit peu moins de points si vous les avez dans le désordre, mais vous marquez quand même des points. Donc, c'est pas un ordre logique parce que ça va jamais arriver. Mon podium sera pas. Mais moi, je mets Wout van Aert en 1, Laporte en 2. Ça, c'est quasi impossible, mais c'est juste pour avoir un mec qui est capable de gagner. Quand Je pense que c'est l'un ou l'autre. Et le 3e, je prends Kubis qui lui a fait l'impasse sur Kuurne et je pense qu'il sera présent demain. Donc en l'absence de Gérard, Rodrigo parle de l'UCI et tape sur l'UCI. En l'absence de Gérard, c'est Rick qui parle de Kubis, puisqu'on sait que Gérard a un petit Et Gérard faible pour Kubis. il y a toujours l'ombre de Gérard qui plane. Hein. Il est là. De toute façon, il nous regarde. Hein. Bonjour Gérard. Oui. Jérôme. Sachant que le parcours a été durci, j'avais noté des gars comme Meeus, Groves ou même Kubis. Alors Kubis est costaud, mais je vais prendre du coup un trio encore plus costaud que ça. Laporte, Rex, Van Aert dans l'ordre. Donc Laporte 1, Rex, Van Aert. Ok. Et alors, comme jeune coureur, parce qu'il va travailler pour Laporte et Van Aert, je pense pas qu'il va faire un super classement, mais on l'a déjà vu dimanche et c'est un top coureur. Mathis. Je vais choisir Mathis Van Kerkhove qui m'a vraiment impressionné hier sur Kuurne-Bruxelles-Kuurne. On a donc 2 Mathis dans les U23, Mathis Grisel et Mathis Van Kerkhove. on avait 2 maths ce week-end aussi. Ouais. Donc, Mathieu et Mathieu. On surfe sur. Et de mon côté, je crois en lui, il connaît la course, il est motivé. Lorenz Rex en 1, Laporte en 2 et Hofstetter en 3.
donc 2 ex-vainqueurs sur le podium. Hofstetter est également présent. Et comme ça, je cite un nom qui n'a pas encore été cité. Prenons quelques risques. Et qui est un habitué des podiums au Samin. Je me demande même s'il n'a pas le record de tous les coureurs encore en activité. Ah, on le vérifiera. record de podium, je crois. Il a déjà réalisé dans sa carrière Mais généralement, 3 top 10 à Kurn et plusieurs top 10 au Samin. Généralement, on ne le faisait pas courir à Kurn pour être vraiment top au Samin. Mais bon, voilà, c'est 2 courses qui conviennent très bien, hein, Kurn et Samin. Équipier de votre fils. Oui, voilà. Mais l'arrivée qui convenait à des gars quand même un peu comme Menton, on se souvient, elle est plate cette fois-ci. Non, c'est plus la même arrivée et ce sera malgré tout un faux plat montant. Attention. Ah, mais voilà, c'est important de dire ça à nos téléspectateurs. Bien sûr, mais je vous le dis, vous me posez la question. Ah bah oui, on est chez vous dans votre jardin. Ce sera donc un faux plat toujours montant, comme l'an dernier du côté de la Place Verte. Nous arrivons cette fois-ci à la rue de France, pour celles qui connaissent un petit peu Dour, mais la grosse différence, c'est tout ce qui précède. Et donc, a priori, dans la tête devant le radar, juste devant le flash, c'est ça? Je n'ai pas vérifié, mais si je suis déjà passé par là qu'il y a un flash, attention. C'est juste devant le flash. D'accord, si vous le dites. Et on va flasher le vainqueur. Ouais, je vous le dis. Mais donc le but évidemment, c'est qu'il y ait un groupe beaucoup moins fourni à l'arrivée. Je vous donne mon U23 si ça vous intéresse. Ah, bien sûr. Parce que je fais un clin d'œil à un gars du coin. S'il est arrivé, ce sera déjà très bien, mais j'ai envie de le mettre et de le citer. C'est Nathan Cardinal, jeune coureur de l'équipe Color Code à Lucenter, de notre autre consultant Christophe Toto de Tillou, qui sera donc présent avec ses petits jeunes. Et Nathan Cardinal, 18 ans, il est encore en réto. Il est originaire de Ciply près de Mons et il va participer à sa première course avec les pros à domicile sur les pavés qu'il connaît par cœur et on lui souhaite bonne chance et de profiter de ce moment. Nathan Cardinal. Pour un garçon comme ça, quand vous l'avez dit, 18 ans, il est encore en réto et voilà, peut-être qu'il va s'élancer aux côtés d'un mec comme Van Aert. Énorme, c'est énorme, exceptionnel. Énorme. Rapidement un mot sur les Strade Bianche. Pogacar vainqueur, Cameron? Oui. Jérôme? Probablement, parce que n'oublions pas ce qui lui est quand même arrivé l'année dernière, sa chute. Ah, ça peut arriver. Probablement. Rodrigo, votre avis? Pogacar. Une petite place peut-être pour Del Toro et pour Christen. Et alors, je vais laisser les Portugais et les Français se disputer pour... Ils ont toute la vie sur l'exacte prononciation de leur nouvelle petite pépite. Sexas en France et Chasse au Portugal. Ouais, Chasse. Puisque... il est fier, paraît-il, de ses origines portugaises. Ça me rappelle un collègue, comment il s'appelait Rodrigo, qui avait des origines portugaises. Vous le connaissez? Oui, absolument. Et je ne vois pas pourquoi vous dites qu'il avait. Il les a toujours, oui. Tout à fait, rien n'a changé. Je suis encore mort. Hein. non, mais je le confirme. Je le rappelle. Hein. Et vous êtes bien en forme en face de nous et ça nous fait plaisir. Rick, pas d'origine portugaise, a priori? Non, mais moi j'aurais mis une petite pièce sur Seixas parce que ce qu'il a montré ce week-end, c'était impressionnant. Donc, pourquoi pas Seixas au Stradé? C'est sûr que Pogacar, c'est le grand favori. Après, on n'a pas cité Pidcock. Je pense que ça, c'est quand même les coureurs qui vont vraiment faire la course. Mais moi, j'oserais mettre le jeune Seixas. Oui, Seixas qui a remporté cette étape au Portugal sur le Tour d'Algarve. Première victoire pro comme Pogacar. Remco Evenepoel avait aussi gagné là. Et la petite différence, ou grosse différence, c'est qu'il a gagné en étant encore 1 an plus jeune que Pogacar et Remco à leur époque. Quand on regarde la course de ce week-end en France, où il gagne avec un solo de 41 km, et ce qu'il lâche dans la roue... Voilà, c'est ça. Hein. C'est tout simplement incroyable, quoi. À cet âge-là. Jorgensen, Christen, en Algarve, c'était Almeida. Faut pas voir si vous gagnez, il faut voir qui vous battez et comment. Ouais. Et l'écart. Et les écarts. Et là, 1 minute 45. À vaincre le dernier qui faisait des écarts comme ça à cet âge-là, c'était Remco. C'était Remco, ouais, tout à fait. Avant sa chute de Sormano, parce que je continue à dire que ça n'est plus le même coureur. Au lendemain d'Estrade, vous pourrez suivre en direct sur la RTBF à Paris-Nice avec Rodrigo et avec au départ Ayuso, Almeida, Only, Vauquelin, Lenny Martinez, Vlasov, mais aussi Kian Uytdebroeks qu'on sera heureux de voir. Et Vingegaard. L'annonce Vingegaard. Et Vingegaard, oui, qui a annoncé, c'est vrai. Vingegaard a confirmé. Kian est confirmé. Et Kian, en tout cas... Il est sur la liste. Qu'il est sur la liste, ça oui, mais il est confirmé. Comme quoi on se repart très vite. Non, j'ai pas encore. Moi, lundi, la liste confirmée. Ça serait vraiment bien, c'est important pour lui s'il pouvait se refaire sur une course de 8 jours. Cameron, un dernier petit mot pour conclure sur le Nice-Blatt féminin et ce magnifique duel de lauréates du Tour de France qui s'explique. Nieuwa Doma et Vollering, lauréate en 2024. Nieuwa Doma, lauréate en 2023. Vollering, 2 ex-maillots jaunes sur le Nice-Blatt, que c'était beau.
C'était très beau. On parlait de la tactique du Nieuwsblad l'année passée, qui était très décevante. On rappelle, et beaucoup de respect pour les dames en question, hein, Lotte Klaas et Orella Nerlo pour leur sprint à Ninove. Voilà, mais donc très décevante de la part des grandes favorites. Cette année, c'était pas du tout la même histoire. Vollering, elle est très en forme, elle était déjà en forme à Valence. Et ici, on l'a bien vu au Nieuwsblad. Est-ce que Lotte Kopecky aurait su suivre dans le mur? Ça, c'est la grande question. Ouais. Évidemment, on ne va pas savoir. Montée du mur, quand même exceptionnelle. Exceptionnelle, oui. Maintenant, à voir face aux deux grandes favorites. Et Niwadova qui revient de très très loin. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Elle n'était pas du tout bien placée. Elle n'est jamais très très bien placée. Je pense qu'elle a un petit, je ne vais pas dire un souci, mais c'est toujours un petit peu niveau tactique, un petit peu bizarre chez elle. De grand tour que de course d'un jour. En tout cas, voilà, mais elle était très loin et elle a remonté à une vitesse impressionnante. Et au sprint, on s'attendait un petit peu à ce que Vollering... On se sentait parce que déjà Niwadova, elle dit à Vollering, n'attaque pas au pied du iceberg. Ouais. Donc, histoire d'aller à deux jusqu'au bout. Vollering, en tout cas, grande favorite pour l'Estradé. Mais vous, quand vous arrivez à 2 et que le gars avec qui vous êtes vous dit n'attaque pas, qu'est-ce que vous faites? J'attaque. Oui. Demandez à Eddy Merckx si on lui dit ça. Et il n'attaque pas. Qui est annoncé aussi au départ des Stradé Bianche donnés. Merci Rick, merci Rodrigo, merci Jérôme, merci Cameron. Je remercie aussi Rabat, Christian et Maxime en régie. Puis je vous remercie, vous évidemment, téléspectateurs et ou auditeurs, pour vos retours très positifs. On connaît nos classiques, c'est en télé, en vidéocast sur YouTube et en podcast sur toutes les plateformes de téléchargement. À très vite.